Sondage après sondage, un homme continue son petit bonhomme de chemin et fait la course en tête en vue de la primaire de la droite et du centre en novembre 2016, c'est-à-dire dans 10 mois. Eh bien, c'est avec son directeur de campagne qu'on est ce matin, Gilles Boyer, qui va nous éclairer sur cette campagne et sur les positions sur différents sujets d'Alain Juppé. Gilles Boyer, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans ce studio. Merci. Alors, Bruno Retailleau, je crois qu'il résume pas mal aussi l'état d'esprit de beaucoup de Français ce matin. Il dit, mais il y en a marre du débat sur la déchéance de nationalité. Je suis tout à fait d'accord avec lui. Ouais. François Hollande a lancé un faux débat. Il est en train de s'en mêler les pinceaux lui-même dans le débat qu'il a lancé. Ouais. Les lignes sont un peu brouillées. Il y a de nombreux parlementaires de gauche qui nous contactent, nous sollicitent pour nous demander ce qu'on fait, quelle est la stratégie. Donc on voit bien que c'est un faux problème et on y a consacré beaucoup de temps et d'énergie au détriment des vrais sujets. Je vais être un peu taquin parce que Alain Juppé, il a un peu changé de pied sur ce dossier. Au début, on a compris qu'il était contre. Après, on a compris qu'il était plutôt pour. Et maintenant, on a compris qu'il était plutôt contre maintenant. Non, sa position a toujours été la même. Il estime qu'il est inutile d'étendre la déchéance de nationalité aux natifs, aux Français natifs, mais qu'il voterait la réforme constitutionnelle malgré tout, eu égard à ce qui s'est passé, aux événements et aux symboles qu'il faut donner. Donc ne confondons pas l'inutilité et le caractère néfaste. Il n'a pas dit que c'était néfaste, il a dit que c'était inutile. Mais il voterait. Donc il ne l'aurait pas fait. Il estime que ce n'est pas une bonne méthode de gouvernement, mais il le voterait. Vous-même, si vous étiez député ou sénateur, vous voteriez? Ah oui, je le voterais. Oui, d'accord, absolument. Donc en fait, il n'y a pas de sujet alors? Il n'y a pas de sujet, je trouve que c'est une mesure inefficace et on consacre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, y compris dans le travail parlementaire, au détriment des vrais problèmes. Alors si d'aventure, je sais que ce n'est pas tout à fait l'opinion de son camp, mais si d'aventure il n'avait pas de majorité suffisante, François Hollande, c'est-à-dire les 3/5 au Congrès, ça serait la fin pour lui. Encore faut-il y arriver au Congrès. Encore faut-il que les assemblées... Vous n'êtes pas sûr qu'on y arrive? Non, je ne suis pas sûr, parce qu'il faut que les deux assemblées adoptent le projet de texte dans les mêmes termes, et on en est encore très loin. S'il devait y renoncer, il en sortirait incontestablement affaibli, oui. Il en aurait affaibli? Il pourrait encore se représenter à la présidentielle? Ma foi, la décision ne m'appartient pas. Elle appartient à lui, et il a d'autres points de faiblesse qui, visiblement, ne l'empêchent pas d'envisager une candidature. Alors, est-ce que vous avez lu le livre de Nicolas Sarkozy? Je suis en train de le lire, je n'ai pas terminé. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est un exercice intéressant, une contribution sincère à notre débat. Ça, je ne sais pas, je pense que je ne suis pas le meilleur juge. C'est les Français qui vont juger, c'est les Français qui vont nous dire s'ils estiment que le mea culpa est sincère. Mais on ne peut pas lui reprocher à la fois de ne pas reconnaître ses erreurs et de les reconnaître. Comme vous suivez la vie politique et notamment comme vous êtes un acteur majeur, même dans la coulisse de cette primaire, ça ne vous inquiète pas le fait qu'ils vendent comme des petits pains son livre là? Parce que ça marche fort. Nicolas Sarkozy a des supporters inconditionnels qui sont nombreux, on les connaît, on peut même dire ils sont 100 000 à peu près. C'est ceux qui ont voté pour lui à l'élection interne, c'est ceux qui vont acheter son livre. Ils sont 100 000. Ça ne me surprend pas. 2 fois le Parc des Princes. Ça ne me surprend pas. Oui, ou le Stade de France si vous préférez. Mais ça ne me surprend pas. Ça ne vous inquiète pas plus que ça. Alors, il fait une interview dans Les Échos ce matin. Il parle d'un contre-choc fiscal massif. Vous êtes d'accord avec ça? C'est aussi ce que vous proposerez? C'est une contribution intéressante au débat de la primaire. Et Alain Juppé présentera dans son 3e ouvrage, qui sortira le 11 mai, ses propositions en termes d'emploi, de compétitivité des entreprises et de fiscalité. Quand il dit qu'il faut faire 100 milliards d'économies sur le prochain quinquennat, vous êtes d'accord avec ça? C'est ce qu'Alain Juppé dit depuis plusieurs mois. Baisse des impôts de 10%, d'impôts sur le revenu notamment? Alain Juppé ne s'est pas encore prononcé sur sa politique en matière de fiscalité des particuliers. C'est pas un peu audacieux? Et il le fera dans son ouvrage. C'est pas un peu audacieux? La question, c'est la crédibilité pour porter ça. Qui a-t-on envie de croire? C'est ça la question. Et donc on comparera les projets à la fin, c'est-à-dire bientôt. Suppression de l'ISF, il s'est prononcé. Alain Juppé l'a dit à plusieurs reprises. D'accord. 35 heures? On passe aux 39 heures payées 39. Alain Juppé l'a dit à plusieurs reprises. D'accord. La Commission européenne est très inquiète. Est-ce que l'objectif, qui est un objectif qui a alimenté la chronique pendant longtemps, de faire 3% de déficit par rapport au produit intérieur brut, est-ce que c'est un objectif qui est encore capital pour la France?
Ce n'est pas tellement le fait que ce soit un objectif fixé par la Commission européenne, mais l'idée de rétablir l'équilibre de nos finances publiques, c'est une préoccupation qui doit tous nous animer. Oui. Une France endettée, c'est une France qui perd en autonomie, qui perd en indépendance. Et donc évidemment, il ne faut pas y renoncer. Lorsque François Hollande nous échange le pacte de sécurité contre le pacte de stabilité, c'est un marché de dupes. Parce qu'en vérité, la sécurité de la France passe aussi par la stabilité de ses finances publiques. Qu'est-ce qui distingue Sarkozy de Juppé finalement ? Ou plutôt Juppé de Sarkozy? Vous trouvez qu'ils se ressemblent? Non, mais je vous pose la question. Moi, je vais vous dire, lors de la primaire, je pense que beaucoup de candidats présenteront des propositions qui, au fond, sur certains sujets, se ressembleront parce que nous appartenons à la même famille politique. Après, il y a une différence de personnalité, une différence de style. Ça va jouer sur la personne, donc. Si les programmes sont semblables, ou en tout cas analogues sur certains points, il y aura des points de différence aussi, et des points de nuance, assimilation, intégration, par exemple, les cantines scolaires, par exemple. On a là des sujets sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Et donc, le peuple de la droite et du centre aura à se prononcer. Et si les idées sont les mêmes, la personnalité fera la différence, évidemment. Sondage, YouGov, en cas de duel Juppé-Sarkozy au second tour, 46% se disent prêts à voter Juppé, 17% Sarkozy et 26% pour aucun des deux. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça m'inspire gros avantage pour Alain Juppé, quand même. Oui, ça m'inspire à la fois. Je considère que c'est un encouragement. Vous citez ce sondage, il y en a beaucoup d'autres qui convergent. Faut être prudent. Bien sûr qu'il faut être prudent. De toute façon, je vais vous dire, les sondages, quand ils sont mauvais, on s'inquiète. Quand ils sont bons, on s'inquiète aussi. Donc, tant qu'à m'inquiéter, je préfère qu'ils soient bons. Alors, beaucoup disent, mais il faut du renouvellement et tout. Et c'est le plus populaire dans le personnel politique, notamment à droite, c'est Alain Juppé. Chercher l'erreur. C'est quoi l'erreur, là? Les Français se contredisent parfois. Mais simplement, il faut peut-être mieux un candidat expérimenté. Paradoxe, hein. Oui, mais il faut peut-être mieux un candidat expérimenté qui s'entoure d'une équipe jeune, plutôt qu'un candidat jeune qui s'entoure d'une équipe plus âgée. Plus âgée, oui. Donc les Français choisiront l'âge du candidat, l'âge du capitaine, c'est une donnée. Son état civil, c'est une donnée. Je ne peux pas me battre contre ça. D'accord. Et donc par conséquent, si les Français estiment que malgré tout c'est l'homme qu'il faut à la France, ils voteront pour lui. D'accord. Les investitures pour les législatives, elles doivent avoir lieu quand? On sait que Nicolas Sarkozy souhaite que ça vienne assez rapidement. Qu'est-ce que vous dites, vous? Qu'est-ce que vous lui répondez? Nous répondons que c'est un contresens politique de vouloir donner les investitures aux législatives avant que notre candidat au présidentiel ne soit désigné. D'accord. En 2002, en 2007, en 2012, c'est le candidat désigné au présidentiel qui a forgé sa majorité présidentielle. Pas chez les socialistes en 2012, hein. C'est Martine Aubry qui avait choisi qui avait fait les investitures. Et on voit que ça fonctionne. On voit que ça fonctionne. Hein. Là, c'est de l'humour, donc ça fonctionne pas. C'est un peu de l'humour, pardon. Non, je le dis pour nos auditeurs. D'accord, si vous ne l'avez pas compris. Mais simplement, il est très important que la majorité présidentielle soit en concordance avec le projet présidentiel et le candidat qui le porte. Sinon, ça n'a pas de sens. Et on voit bien tous les dégâts que fait cette discordance dans le quinquennat actuel. Un sujet de discorde, de débat dans votre camp, un sujet de discorde, probablement pas. Je sais qu'Alain Juppé n'est pas le seul postulant à la primaire à penser de la sorte, et donc on en débattra. Mais de toute façon, je dois dire que les investitures qui seraient données maintenant seraient potentiellement remises en cause après la désignation du candidat, parce que la majorité aura peut-être des contours différents selon le vainqueur de la primaire. Il faut penser à ça aussi. Et donc, quel est le sens de les délivrer dès maintenant si elles peuvent potentiellement être remises en cause après? C'est un débat de cuisine politique qui n'occupe pas beaucoup, à mon avis, l'esprit des Français. Oui, mais c'est important. Mais si vous me posez la question, je vous réponds. C'est pour ça que je vous pose la question. Donc, pour vous, c'est clair, c'est le candidat désigné à l'issue de la primaire qui choisira les investitures. C'est la logique de la Ve République. En 2007 et en 2012, c'était le cas, et notre candidat de l'époque n'aurait pas compris qu'il en soit autrement. Alain Juppé était en Bretagne en début de semaine. Il a rencontré des agriculteurs. Il y a une grave crise agricole actuellement qui secoue le pays, on peut dire toute l'Europe même. Est-ce que, deux choses, est-ce que le gouvernement actuel est responsable de cette crise ? Il y a une responsabilité collective et sans doute ancienne. La situation d'aujourd'hui est le résultat de plusieurs paramètres qui se sont accumulés au fil des décennies. Donc il ne s'agit pas d'incriminer tel ou tel, il s'agit de trouver des solutions. Deux anciens ministres de l'Agriculture dans l'entourage proche de... Oui, Hervé Guémard et Dominique Bussereau accompagnaient Alain Juppé hier à Rennes. Il a tenu à aller à la rencontre des éleveurs sur le terrain, là où c'est difficile, pour se rendre compte in concreto de leurs problèmes. Et il a pu ainsi les écouter, échanger avec eux et dessiner des pistes. Mais la question n'est pas de savoir qui est responsable en vérité. La question de savoir quelle solution on trouve à une situation qui est aujourd'hui dramatique. Est-ce qu'il ne serait pas mauvais de changer de ministre finalement? Je ne sais pas si un changement de ministre suffirait à résoudre le problème. Enfin, les éleveurs n'ont pas l'air très satisfaits du ministre actuel. Est-ce qu'on peut être à la fois porte-parole d'un gouvernement et ministre en charge d'un lourd dossier comme celui-ci?
Ça s'est toujours fait, c'est probablement compliqué, mais la décision ne m'appartient pas. Non, mais pour l'avenir, c'est une source de réflexion. Oui, c'est intéressant. Probablement que le porte-parole mérite une distinction à part et ne s'accommode mal du suivi d'un dossier aussi complexe. Il y a une grande rumeur dans Paris et ailleurs, dans toute la France, Nicolas Hulot pourrait rentrer au gouvernement. Ça vous paraît... Qu'est-ce que ça vous inspire, ça ? Si j'étais lui, je ne le ferais pas. Hein, parce qu'à 1 an de la fin du quinquennat, il y a des dossiers brûlants, par exemple sur Notre-Dame-des-Landes. S'il était ministre. Il est contre. Oui, il est contre. Et je n'ai pas compris que c'était la position de Manuel Valls et du gouvernement. Donc comment ferait-il, par exemple, sur ce genre de dossier? Donc dès qu'on va rentrer dans les dossiers, il serait obligé de transiger avec ce qu'il a toujours défendu. Donc ce serait à son détriment. Ça serait une mauvaise... à son détriment à lui. Et ça n'aiderait en rien François Hollande? Ça, peut-être que si, mais c'est pas à moi de l'aider, c'est pas à moi d'en juger. Vous vous souvenez qu'en 2007, Nicolas Hulot avait eu le culot, si je puis dire, de faire signer une charte à quasiment tous les candidats, en leur disant, prenez ces engagements, donc il y a eu le Grenelle de l'environnement après. Est-ce que si Nicolas Hulot recommençait à la faveur de la prochaine présidentielle, vous conseilleriez à Alain Juppé de signer cette charte? Mais d'ailleurs, il a signé l'appel de Nicolas Hulot il y a quelques semaines ou quelques mois, au moment de la COP 21. Et vous vous souvenez, vous parlez du Grenelle de l'environnement, vous vous souvenez que c'est Alain Juppé qui l'a lancé. En 2007, il a occupé très brièvement, certes, les fonctions de ministre du Développement durable. Et il avait conçu, un mois, il est dit lui-même qu'il a été le ministre le moins durable du Développement durable. Mais c'est lui qui a conçu ce grand ministère et c'est lui qui a lancé le Grenelle, donc il est très sensible à ces questions. Et est-ce qu'il faut pour autant qu'un homme de la société civile vous mette sous le nez un engagement que vous soyez obligé de signer, qui vous lie les mains? Si on est d'accord, on signe. Si on n'est pas d'accord, on ne signe pas. Vous êtes plutôt d'accord avec ce qu'il raconte, Nicolas Hulot? En général, oui. Moi, je suis moi-même très sensible à ces questions. Alain Juppé m'y a beaucoup éveillé. Et donc, il faut écouter Nicolas Hulot. La question, c'est comment concilier le temps long dans lequel il se situe et le temps court du gouvernement. Politique. C'est un très beau défi. C'est un très beau défi. Et je sais que, probablement pour lui, c'est une des problématiques qui l'agite dans le débat que vous évoquez. Juppé est devenu un écologiste sincère? Je l'ai vu revenir du Québec avec une conviction, c'est vrai, nouvelle, mais forgée par l'expérience, parce que là-bas au Canada, on voit concrètement les choses, le sol qu'ils font, l'impact de la nature et de l'exploitation des énergies fossiles. Donc je l'ai vu, et dans sa ville de Bordeaux, tous les jours, je le vois prendre en compte cette dimension dans tous les projets, obliger le bâtiment, travaux publics à prendre ça en compte. Donc je l'ai vu très sincèrement convaincu, il en parle dans beaucoup de ses livres. Dernière question, si Alain Juppé devenait président de la République, Gilles Boyer serait-il ministre? Je pense pas. Non? Non, je pense pas. C'est pas le même métier. Moi, vous savez, je suis directeur de campagne. Vous êtes un homme de l'ombre. Je suis un homme de l'ombre, sauf aujourd'hui, et puisque vous m'invitez. Mais merci d'être venu. Incarner une politique, c'est totalement différent. C'est un métier, et j'ai beaucoup de respect pour les élus. Je suis pas élu, moi. Bon. Donc, on vous trouverait plutôt derrière une porte à l'Élysée? Derrière une porte ou devant une porte, comme vous voulez. C'était le talk de Gilles Boyer qui nous a dit plusieurs choses. D'abord, prochain livre, prochain rendez-vous livresque avec Alain Juppé le 11 mai. 11 mai. Il sera question cette fois des problèmes économiques et notamment d'une réponse peut-être ou d'un accompagnement à ce qu'a dit dans les Échos ce matin Nicolas Sarkozy. Deuxièmement, la campagne continue et c'est beaucoup sur la personnalité, les caractères, que d'après Gilles Boyer se dégagera le vainqueur de la primaire de 2016, de novembre 2016, davantage que sur les programmes économiques qui, somme toute, sont un peu les mêmes, économiques ou pas d'ailleurs. Merci Gilles Boyer. Merci à vous.